Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait un Premier ministre fort, c'est bien, c'est bien. Il faut un Premier ministre fort. La démocratie, je le dis, hein, c'est très important de le rappeler. La démocratie, c'est aussi des gouvernants qui sont capables d'appliquer les politiques pour lesquelles ils sont élus. Il faut un pouvoir exécutif fort. Un pouvoir exécutif plutôt bien protégé du Parlement, la motion de censure constructive. Un pouvoir exécutif, le gouvernement, qui a les moyens de conduire sa politique quand on lit la Constitution. Et puis, j'y reviendrai après dans un instant, vous avez aussi un pouvoir exécutif, je veux dire, le chef du gouvernement, qui peut être contrôlé, plus ou moins, j'y reviendrai par l'opposition. Mais, si j'ai bien compris, comme vous avez peur qu'il soit trop fort, vous rajoutez un président de la République. Alors ça, c'est un petit peu curieux. Parce que vous rajoutez un président de la République élu au suffrage universel direct. Ça, c'est fort, hein? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est élu au suffrage universel direct? Est-ce que vous croyez que le candidat à l'élection va dire aux Tunisiennes et aux Tunisiens, voilà, moi, ma politique, c'est ça en matière internationale, c'est ça en matière de défense, etc. Ça, tout le monde s'en fiche. Il n'y a pas un endroit au monde où on gagne des élections sur ces thématiques-là, sauf en période de guerre. Ce candidat, il va dire, ou cette candidate, il va dire, voilà ce que je veux en matière de politique sociale, voilà ce que je veux en matière de politique d'éducation, voilà ce que je veux en matière de contrôle des prix, voilà ce que je veux en matière de commerce, etc. Ça veut dire qu'il va être élu sur un programme de gouvernement au suffrage universel. Il ne sera pas candidat, il ne sera pas compétent sur ces thèmes-là, mais il aura quand même la légitimité d'avoir été élu sur ces thèmes-là. Vous mettez à la place du président élu à la majorité absolue des Tunisiennes et des Tunisiens, il va évidemment s'occuper des questions, qui ne sont pas de sa compétence. Et comme il peut présider le Conseil des ministres quand il veut, super. Deuxième chose bizarre, vous savez quand même très bien qu'aujourd'hui, à la différence de ce qui pouvait se passer au XIXe siècle, ça n'existe plus la distinction entre l'interne et l'externe. Ça n'existe plus. Un Premier ministre tunisien ne peut pas arrêter ses politiques aux frontières de la Tunisie. La Tunisie, comme tous les autres pays du monde, sont dans la mondialisation. Toute l'économie est mondialisée, toutes les normes sont mondialisées. Et voilà, bon. Donc vous voudriez qu'il y ait d'un côté un président de la République qui s'occupe de l'international, c'est-à-dire tout sauf la Tunisie, et de l'autre côté un Premier ministre qui s'occuperait que de la Tunisie, rien de l'international, mais ça n'existe pas, ça. Voilà. Bon. Et là-dessus, vous faites une faute politique, je vous le dis très amicalement. Et ça, si vous pouviez changer... Bon, à la rigueur, regardez ça, vous verrez ce que ça donne. Mais la faute que vous faites, je vous le dis tout de suite, elle est grave. C'est de confier le règlement des conflits entre le président et le Premier ministre à la Cour constitutionnelle. Ça, c'est une faute. Pourquoi? Parce que vous venez de créer une constitution avec des droits fondamentaux. Vous venez de créer une cour constitutionnelle. Cette cour, elle va avoir un énorme travail. Surtout qu'elle est saisie a posteriori, cette cour. Hein. Donc c'est... Bon. Elle va devoir juger du droit vivant. C'est très difficile, c'est très politique, c'est très sensible. Il y a toutes ces questions que vous évoquez. Et donc cette cour, pour qu'elle ait une légitimité, ça va mettre du temps. Si d'entrée vous la placez à devoir trancher des conflits politiques qui ne seront pas des conflits juridiques, qui seront des conflits politiques au sens où le président de la République et le Premier ministre vont dire « non, ça c'est à moi, je bloque la loi ». On ne s'en sort pas. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez abîmer votre Cour constitutionnelle. Trouvez n'importe quel autre mécanisme, mais pas la Cour constitutionnelle, sinon vous allez la casser avec ça. Hein. Bon. Alors, je voudrais être plus positif. Et être plus positif, c'est peut-être repérer aussi la petite faute de raisonnement que vous avez faite, mais que les Français font aussi, et c'est pour ça que je la connais bien. Vous avez raisonné sur l'exécutif. Vous vous êtes dit, il faut pas qu'on ait... Je vous ai dit, il nous faut un exécutif fort, avec une vraie légitimité démocratique, mais il ne faut pas qu'il soit trop fort, parce que vous avez peur des exécutifs trop forts. Et donc, vous avez raisonné sur l'exécutif, et vous avez dit, bon, allez, on divise le pouvoir en deux. Bon, enfin, bon.
Mais la solution, elle n'est pas dans l'exécutif, la solution, elle est dans le Parlement. Si vous voulez limiter le pouvoir de l'exécutif, c'est dans le Parlement qu'il faut le limiter. Et par quoi? En donnant des droits à l'opposition. Ce qui est très important, c'est que les forces minoritaires au Parlement aient une vraie capacité d'interpellation, une capacité d'enquête, une capacité d'évaluation des politiques publiques. C'est très important, parce que le parlementarisme a énormément changé. Le problème, c'est que personne n'y pense à ça. Jusqu'au milieu des années 1950, un parlement, ça votait la loi. Voilà. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus des parlements qui votent la loi. Enfin, ils votent la loi, mais ce n'est pas du tout eux qui la préparent. Les parlements modernes, qu'est-ce que ça fait? Ça contrôle, ça évalue les politiques publiques. Éventuellement, ça monte en place des dispositifs d'expérimentation. Et donc, en réalité, si vous voulez arriver à un résultat que je comprends très bien, un pouvoir exécutif fort, efficace, mais pas trop fort, qui ne viendrait pas un dictateur, donner vraiment les moyens à l'opposition de construire un débat critique dans l'espace parlementaire et dans l'espace public. Non pas pour... Faut pas que l'opposition, c'est l'opposition, hein, il ne faut jamais oublier. Donc l'opposition, c'est pas à elle de gouverner. Mais l'opposition doit pouvoir un peu gêner, doit pouvoir un peu obliger à ce que le gouvernement s'explique. Alors vous allez me dire, je l'ai entendu tout à l'heure, je finirai là-dessus. Vous allez me dire, oui, mais alors, on ne va pas élire un président de la République au suffrage universel direct pour rien. Mais c'est là encore que vous, les Tunisiens, comme nous, les Français, on se trompe. Là, vous aviez une occasion extraordinaire, géniale, et vous pouvez encore le faire, si j'ai bien compris, d'inventer un président de la République du XXIe siècle. C'est quoi un président de la République du XXIe siècle? C'est quelqu'un qui est élu au suffrage universel direct, qui a une très grande légitimité, mais qui n'est pas là pour gouverner au quotidien, pour savoir si on nomme tel ou tel ministre, ou tel haut fonctionnaire. C'est quelqu'un qui doit être élu parce qu'il est, et c'est comme ça que sont un certain nombre de présidents européens, par exemple on parlait du président portugais, parce qu'il est le garant de la démocratie, parce qu'il est le garant des droits fondamentaux, parce qu'il peut saisir un certain nombre d'instances. Moi j'aime beaucoup dans votre Constitution les instances constitutionnelles, ça me plaît beaucoup. Bon. Il y a une instance, la 4e, l'instance du développement durable et des droits des générations futures. Je vous félicite, je suis en train d'écrire l'article Constitution et environnement dans le dictionnaire de la pensée écologique. Je vais citer ça. Mais vous voyez, vous auriez un président de la République dont l'un des rôles constitutionnels serait de saisir cette instance quand il y a des politiques publiques qui ne respectent pas le développement durable ou qui mettent en danger les générations futures, par exemple parce qu'on construit des industries qui consomment trop d'eau, parce qu'on construit des industries qui produisent trop de gaz à effet de serre, parce que, etc., etc. Vous pourriez avoir un président très puissant que les Tunisiens aimeraient énormément et qui pourrait saisir, qui aurait une capacité d'interpellation au nom de sa légitimité, qui pourrait saisir l'instance des élections, l'instance de l'information, l'instance des droits de l'homme, etc., et de la corruption. Bon. Il saisit le Conseil constitutionnel, enfin, il saisit la Cour constitutionnelle, il est garant des droits. Bon. Vous voyez, c'est-à-dire que vous pourriez faire, et là en plus, vous gagneriez sur tous les tableaux, parce que ce président de la République, il serait un vrai contre-pouvoir contre un Premier ministre trop fort. Vous voyez, au lieu de faire un système un peu baroque, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu des discussions, alors il nomme qui? Il nomme les ambassadeurs, les consuls, mais pas les directeurs d'administration du ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'existe pas. On peut pas fonctionner. Je veux dire, aucune administration fonctionne comme ça. Bon. Donc, moi je vous invite à avoir quelque chose de beaucoup plus ambitieux pour votre président de la République. C'est à en faire un vrai garant des droits fondamentaux, des droits de l'homme, des générations futures. Et là, en plus, je vais vous dire quelque chose. Le monde entier se dira « Waouh, c'est les premiers qui l'ont fait, c'est la classe ». Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Merci, professeur François.